شكرا سيدي الرئيس. السلام عليكم وعليكم. Permettez-moi de commencer par adresser mes vifs remerciements à Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc de m'avoir invité à participer à cette session autour d'un thème pertinent, mais comme on a pu toutes et tous le constater, ardu et pas facile à traiter. Donc, parler des femmes marocaines citoyennes et sujets de droit est, à mon avis, une démarche relativement récente et une démarche qui est révélatrice de profonds changements et de profondes mutations de la société marocaine. Et le choix de ce thème repose sur une conviction, pour ne pas dire une croyance, que les Marocaines et les Marocains ont une histoire sexuellement différenciée. Ceci, toute étude de ce genre suppose une certaine historicité des rapports entre les hommes et les femmes. Il n'est pas superflu, à mon avis, d'avancer l'idée que, c'est un point de vue personnel, que tous les êtres humains n'accèdent à la modernité, aux modernités, qu'à partir de leur propre histoire et de leur propre culture, et qu'ils ne peuvent, et la conscience qu'ils acquièrent de la modernité ou des modernités ne peut se façonner que par leur propre histoire. Donc c'est pour cela que mon étude, je vais essayer de le faire d'une manière très succincte, va commencer par un rappel historique de l'apparition de certains concepts comme le concept de la nation arabe et sa diffusion, leur diffusion dans le temps et dans l'espace, et elle va se poursuivre, elle se poursuit par l'examen de la richesse des composantes de la citoyenneté. Et je vais essayer de cerner les aspects les plus saillants, à savoir l'identité, rapidement l'arabité, l'appartenance, la participation démocratique à la gestion des affaires publiques et l'interculturel. Mais avant de commencer, quelques remarques préliminaires s'imposent, et j'ai été énormément inspirée par les interventions précédentes ayant trait à la modernité, à la conceptualisation ou à la reconceptualisation du concept de modernité. Ce qu'on appelle la modernité, et j'aimerais bien le souligner devant vous, est le lieu et l'enjeu des conflits fondamentaux qui mènent le monde depuis des siècles. Et les femmes sont, à travers le monde, les femmes marocaines d'ici et d'ailleurs, ont été énormément concernées par ces problèmes. Il y a, comme vous le savez, et comme ça a été dit et répété, mais il y a des choses à répéter et à réitérer, il y a dans ce mot modernité autant d'acception que de stratégie. Son hétérogénéité interne et les brouillages dont ce mot a fait l'objet
sont intéressants et devraient, à mon avis, être les points de départ d'une réflexion approfondie et permanente. Les problèmes, ça a été, je l'ai entendu avant-hier, les problèmes ayant trait à la modernité sont épistémologiques, éthiques, on a beaucoup parlé de valeurs, éthiques, al-qiyam, esthétiques, autant qu'économiques et culturelles. On a parlé de modernité. Je vous rappelle, et je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, quand aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, on parle de modernity, le postmoderne qui a été mentionné à plusieurs reprises, l'hypermodernité, le différentialisme, et on a cité quelques auteurs marocains comme, que Dieu ait leur âme, Si Abd Jabri, mais Laroui qui est toujours parmi nous. Et où en sommes-nous en termes de théorie et de théorisation? Le postmoderne, par exemple, et là je voudrais me référer très brièvement à ce qu'a dit l'Oustad Jalil Si Abbas al-Jirani concernant le postmoderne, que c'est un mouvement qui a accompagné la modernité. Pour la plupart des penseurs, le postmodernisme marque une rupture et porte un regard critique sur la modernité. Il fait une espèce de bilan des modernités, de la modernité et quelques modernités. Et c'est la tâche qui nous incombe à nous, Marocaines et Marocains, c'est de faire les bilans et d'évaluer et de dire ce que nous estimons être moderne, postmoderne, une symbiose entre le traditionnel et le moderne. Une autre référence, et permettez-moi, je ne vais pas, c'est Silk Tani qui a parlé de Sigmund Freud. Freud est un psychanalyste moderne, mais actuellement, il y a des milliers de publications, des milliers de travaux qui jettent un regard critique sur l'école, d'une manière générale, l'école freudienne. Et je m'arrête là. Tout ceci pour vous dire que les relectures qui ont été faites à propos de Freud l'ont été surtout par des universitaires, la plupart. Et je cite, entre autres, Juliet Mitchell, qui est un ouvrage très, très intéressant. Maintenant, on parle de femmes et de mouvements féministes. Vous savez, loin de moi l'idée de faire un bilan ou de vous parler de tous les mouvements féministes au Maroc et ailleurs. Je me contenterai de dire que le féminisme ou les féminismes sont des acteurs principaux de toutes sortes de modernités. Et là, je me permets une généralisation qui pourrait peut-être vous provoquer ou vous choquer. Et c'est un mouvement très complexe, dans la mesure où il est social, culturel, politique
et j'en passe. Et j'aimerais ici vous dire que le féminisme marocain n'a pas été totalement importé de l'Occident. Et j'aimerais vous parler du rôle joué par Akhawat Safa en 1944. Et Akhawat Safa, comme vous le savez, les sœurs de la pureté, les sœurs pures ou les sœurs de la pureté, ont été les pionnières en matière de revendication des droits des femmes, d'une certaine égalité entre les hommes et les femmes, de sharaka, partenariat entre les hommes et les femmes. Elles se sont même plaintes en adressant des lettres à tous les pachas à travers le Maroc de l'harcèlement sexuel d'antan. Là, ici, on parle nous sommes dans les années 40. Pour vous dire que le mouvement féministe marocain ne date pas d'hier, qu'il est profondément enraciné dans l'histoire et la culture marocaine. Il n'est pas possible de parler de modernité sans impliquer les femmes. Comme vous le savez, le niveau démocratique d'un pays, le niveau de développement, de son développement, le niveau économique, social et culturel se mesure par la participation, l'implication et la participation, la situation et les rôles joués par les femmes. Et ce que je vous dis, et ça vous le savez, est applicable à toutes les sociétés, à tous les pays, et tire son essence de tous les diagnostics faits du développement. Et c'est quoi la citoyenneté? Quand on parle de la citoyenneté, je ne voudrais pas m'attarder sur les définitions. On a parlé avant-hier de la Grèce et la citoyenneté grecque, mais là aussi, je tiens à rappeler et à souligner qu'aussi bien à Athènes qu'en Grèce, les femmes n'appartenaient pas à la cité, elles restaient aux portes de la cité, et que tous les habitants de la cité n'étaient pas des citoyens, et les femmes n'étaient pas citoyennes dans le polis grec ou le civitas en italien. Non, donc la citoyenneté, d'une manière générale, a été souvent définie comme l'ensemble des processus qui déterminent les sujets de la loi. Les sujets de la loi. Et ce sont ces mêmes processus qui déterminent leurs devoirs et leurs obligations. Il y a un écrivain anglais, Byron Turner, qui a énormément écrit sur la citoyenneté, citizenship, et surtout les liens étroits qui existent entre la citoyenneté et la démocratie, Byron Turner. Et la notion de citoyenneté, al-muwatana, a connu, comme vous le savez, une certaine éclipse. Pendant les années, on ne parlait ni de citoyens ni de citoyennes. Pendant les années 60, 70, et cette régression a été accompagnée par un déficit démocratique et pour les hommes et surtout pour les femmes, dû à un déficit démocratique, dû à ce qu'on a l'habitude maintenant d'appeler les années de plomb. Dans le temps, si vous vous rappelez bien, on parlait beaucoup plus d'assujettis, pas de sujets,
d'assujettis, d'administrés, de bénéficiaires que de sujets de la loi. Aujourd'hui, heureusement, ce concept, al-muwatana, la citoyenneté, a retrouvé une place d'honneur dans un État, dans un Maroc, qui vise à améliorer et à perfectionner le régime démocratique en passant de la démocratie politique à la démocratie socio-économique et culturelle. Donc la citoyenneté al-muwatana est devenue un concept omniprésent dans les débats politiques, économiques, comme l'a dit Cyril aussi, l'iqtisad académique ou politique, et comme grisé par l'objectivité que paraît donner l'utilisation de ce terme à toute une panoplie d'actions, on a tendance à oublier que la citoyenneté est un enjeu majeur. Et un enjeu majeur pour les femmes marocaines, d'où son utilisation incantatoire par les partis politiques, certains segments de la société civile. Ainsi, on trouve parmi les expressions les plus communes et répandues, on a eu une intervention intéressante avant-hier sur un monsieur, c'est Bouabid, qui a parlé en tant que citoyen marocain. Donc, le fil conducteur de sa communication était son appartenance au Maroc et sa citoyenneté. Donc, on parle de l'école citoyenne, l'université citoyenne, l'entreprise citoyenne, l'écologie citoyenne, et j'en passe. Cette visibilité croissante du terme de citoyenneté et le terme de état de droit est, à mon avis, liée à la jonction de plusieurs phénomènes, et il y a lieu de mentionner les plus importants: l'adoption et l'adaptation par le Maroc du modèle de la démocratie libérale et pluraliste, dans la mesure où cette démocratie a libéré les potentialités, bien entendu, civiques de la société civile, tout en activant certains clivages ethniques et culturels. Le caractère multiculturel de la population marocaine, le rôle joué par l'éducation au Maroc, et plus particulièrement par les universités marocaines, et j'ajouterai les fléaux sociaux comme chômage, pauvreté et la montée des intégrismes. Je me permets d'utiliser le isme. Donc, je vais aller rapidement. Le débat actuel sur la femme marocaine en tant que citoyenne et sujet de loi se situe dans le cadre très très large d'une déconstruction des discours sur les femmes marocaines. L'essentiel des recherches et des travaux qui ont été faits jusqu'à présent au sein des universités marocaines et en dehors des universités marocaines aura été de remettre en question certains savoirs, remettre en question certains postulats scientifiques dans les sciences humaines, sociales, aussi bien que dans ce qu'on appelle les sciences exactes. Remettre en question certaines théories, certaines méthodologies de recherche, et tout ceci pour montrer que des inégalités continuent d'exister entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Il ne saurait ici, je ne peux pas
passer en revue faire le bilan des travaux qui ont été faits, mais sachez que même la psychanalyse, le rôle de la psychiatrie et de la psychanalyse commence à être remis en question par les mouvements féministes. Et quand je dis mouvement féministe, je parle des mouvements féministes produits au sein des universités, des mouvements féministes émanant de la société civile, et j'aimerais ajouter que si dans les années 70, les liens étaient très crispés et très tendus entre les femmes de la société civile et les femmes académiques universitaires, les liens aujourd'hui, qu'il n'y a plus de problème dans la mesure où les présidentes, les membres de la société civile sont souvent des universitaires et les associations de femmes sont domiciliées à l'université elle-même. N'est-ce pas, Monsieur le Président Sessaouri? Et il me semble intéressant d'ajouter que le féminisme académique n'a pas été le produit de celles qui ont subi la subordination ou l'oppression, mais d'abord par une certaine élite qui a essayé de parler au nom de ces femmes pour les déplacer, pour reprendre l'expression de Bell Hooks, de la marge au centre. Il est nécessaire, un peu d'indulgence, je n'ai même pas terminé 20 minutes, Monsieur le Président. J'aimerais ici rapidement dire que je voulais m'attarder un peu sur l'apparition du concept de la nation, parler d'une modernité qui a accompagné An-Nahda, la renaissance arabe. Je vais tout simplement citer un livre qu'a cité M. Touzi avant-hier, Naqd al-Dati, par Al-Marhoum Allal Al-Fassi. Je me résume. Pour moi, le mouvement nationaliste marocain a facilité l'accès des jeunes filles à l'éducation et à l'instruction. Mais les femmes, cette idée de la nation évoque l'émancipation des femmes, mais aussi leur oppression. Pourquoi? Parce que, quand vous lisez Naqd al-Dati et d'autres... je parlerai, Allah yazid fi amro, si Abdelkrim Ghallab, Al-Haraka al-Wataniya fi al-Maghrib. Quand vous lisez également le livre de Ibrahim al-Ktani, que Dieu ait son âme, vous vous rendez compte que la femme instruite est censée produire des enfants instruits et bien éduqués. Donc elle n'est pas éduquée pour elle-même, mais pour les autres. Donc ce qui a été ciblé, c'est le rôle joué par la mère au sein de la famille, ce qui n'est pas négligeable. Je ne voudrais pas, ce constat peut vous paraître sévère, mais il est là. Cette idée est reprise dans le nouveau code de la famille. Vous savez, le nouveau code de la famille qui est une véritable révolution en terre d'islam. Il a été acclamé. On parle de la famille, mais ce nouveau code de la famille ne permet pas, dernière phrase, Monsieur le Président, ne permet pas un passage d'une vision holiste à une vision individualiste, dans la mesure où la femme, cet être humain, est définie comme entité
pas comme un être social, mais la représentation qui fait d'elle l'être social. Elle n'est pas un individu autonome, elle est mère, épouse, sœur, mais pas un individu. Je crois que la modernité se penche vers l'interculturel, à mon avis, et il y a énormément de choses à dire. L'interculturel est la voie pour penser et repenser la modernité et pour passer, peut-être, pourquoi pas, à d'autres modernités bien réfléchies et bien assimilées. Je vous remercie, Monsieur le Président.